Cette semaine, Accès Réservé vous emmène à l'intérieur de BioWatts, une chaufferie bois qui produit de la chaleur, de l'eau chaude sanitaire et de l'électricité pour 15 000 logements à Angers. D'où vient le bois consommé sur place? Comment fonctionne cette centrale? Est-ce qu'elle pollue? On vous explique tout. En 1970, les élus, nouveau quartier, la Roseraie, ont décidé de brûler les ordures ménagères. Brûler les ordures ménagères, il fallait bien les brûler, et ça permettait d'alimenter tout le nouveau quartier en chaleur. Donc 1970, c'était avant-gardiste. 2008, ces élus ont décidé d'arrêter de brûler les ordures ménagères dans la Roseraie, de transformer ça ailleurs pour faire de la méthanisation. Donc il fallait bien continuer à alimenter tous les habitants. Il a été décidé à ce moment-là de créer quelque chose de nouveau, novateur, de faire de la cogénération biomasse. Biomasse donc à partir du bois, et on produit de la chaleur donc pour les habitants de la Roseraie et d'Orgemont et de l'électricité qui est donc verte. On est à Saint-James-sur-Loire, on est limitrophe avec Angers. On est situé au boulevard d'Arbrissel, dans le quartier de la Roseraie. Donc on est 15 personnes sur le site, il y a 7 chefs de car qui font tourner l'usine en 3/8, 2 réceptionnistes biomasse donc qui tournent en 2/8, et après des gens à la journée, donc les techniciens de maintenance, la partie administrative et mon poste de responsable d'exploitation. On est dans la zone de réception biomasse, donc on reçoit entre 20 et 12 camions par jour, donc du lundi au vendredi. Tous les camions arrivent donc en plaquettes préparées. Alors ce qu'on appelle de la plaquette, c'est de la plaquette forestière, donc le fêtage des bois par exemple, l'élagage urbain, du refus de compost, ça peut être du broyat de palettes. On ne brûle pas tout type de palettes, que les palettes non traitées et non peintes. Et puis on peut prendre aussi des écorces, des souches, et puis les plaquettes de scierie, donc les rebuts de scierie. Alors le bois il vient d'un rayon de 100 km autour de la centrale. Donc ça peut être des départements comme la Sarthe, la Mayenne, bien sûr le Maine-et-Loire, voilà, tout ce qui est à côté de chez nous. Alors les essences, c'est toutes les essences qu'on trouve forcément dans un rayon de 100 km. Donc beaucoup de peupliers, du hêtre, du châtaignier, du frêne, du pin de temps en temps, du sapin. Voilà, c'est les essences qu'on a le plus dans la région. Ce qu'il faut bien comprendre dans le bois énergie, en dehors de tous les rebuts dont je vous ai parlé, les souches, les écorces, dont personne ne fait rien, c'est bien le fêtage du bois. Donc, on va dire que si on prend un arbre, tout le tronc va partir, c'est du bois d'œuvre, c'est pour les charpentiers, les menuisiers, voilà, du bois qui va être travaillé. Et après au-dessus, on a le bois industrie qui va servir pour les papetiers par exemple. Et nous, on prend tout ce qu'il y a autour que personne ne veut. Voilà, c'est ça le bois énergie. Donc on reçoit entre 200 et 400 tonnes de bois sur le site chaque jour, donc ça fait un total de 90 000 tonnes à l'année. Le camion passe en premier lieu sur un pont bascule où il est pesé à l'entrée et où se repèsera en sortie pour savoir le tonnage qu'on a rentré. Après il va décharger dans une fosse qu'on appelle un fond mouvant. Ça va passer par une table vibrante qui va répartir le bois avant que ça passe sur un convoyeur caoutchouc. Au niveau de ce convoyeur, on a un aimant donc, qui va faire du déferraillage. Comme on prend du broyat de palette, il y a pas mal de clous. On peut trouver aussi sur les chantiers des fers à cheval ou des choses comme ça. Donc tout ça, ça va être retiré. Et après, ça passe par un crible. Et en fait, tout le bois qui va passer à travers, on sait qu'il est bien calibré pour notre centrale. Et s'il passe au-dessus de ces disques, il va tomber dans la benne refus. Sur chaque camion, on va faire 3 prélèvements. Un au début, un au milieu et un à la fin du camion pour avoir un échantillon représentatif du camion. On fait ce qu'on appelle un cartage, on va séparer en 4 et on va garder une partie et on refait ça plusieurs fois. On garde notre échantillon, on va le peser, le mettre en étuve pendant 24 heures à 105 degrés et après on ressort et on connaît l'humidité, donc on le repèse une fois qu'il est sec et on connaît l'humidité du bois, ce qui va nous servir pour payer nos fournisseurs de bois, parce qu'on paye le bois en mégawatts qu'il peut contenir et pas à la tonne.
après ce bois arrive dans la fosse. Donc une fosse qui fait au maximum 2800 m3. C'est une fosse qui est gérée en automatique par un grappin et une benne. Le grappin en automatique, il vient prendre du bois à certains endroits, il le redépose à d'autres, ça permet de mélanger, d'avoir un bois homogène aussi pour rentrer dans la chaudière. Et puis tantôt il alimente la chaudière en combustible en fonction des demandes. Plus on va mettre de bois dans la chaudière, plus on va avoir de réactions de combustion. On a des contraintes dans une chaufferie bois comme ici, c'est que les poussières de bois sont un cancérigène mutagène. Donc pour protéger le personnel, il faut absolument porter des masques type P3, donc filtration de particules supérieures à 3 microns. Voilà. Le bois, une fois qu'il est rentré dans la chaudière, il va y avoir une première phase où il va se sécher complètement, on va le rendre anhydride. Après, il va commencer à se transformer en gaz et après, ça va brûler. Il faut savoir que le bois, ce n'est pas le bois qui brûle, mais c'est bien le gaz issu de sa transformation qui commence à brûler à 850 degrés. Donc tout ça, ça va monter en température. On est dans le foyer à peu près à 1800 degrés. Et une chaudière à tube d'eau telle qu'on a, c'est des tubes d'eau du haut en bas de la chaudière qui vont donc monter en température. On a une température de 283 degrés dans ces tubes d'eau. Et à la pression où on a notre chaudière à 67 bars, il y a vaporisation dans le ballon. Donc en fait, on a transformé de l'eau en vapeur en la réchauffant avec la combustion du bois. Donc une fois qu'on a vaporisé toute cette eau dans le ballon, on va la surchauffer. Alors c'est-à-dire parce que la vapeur, on le voit d'ailleurs quand on fait bouillir les pâtes à la maison, si on a un petit couvercle, il y a toujours de la condensation qui se fait. Cette vapeur est encore très chargée en eau. C'est exactement notre cas, donc on va la refaire passer dans une partie du foyer chaudière pour la monter en température et que ça devienne de la vapeur sèche. Donc ça, on va avoir de la vapeur à 485 degrés, 67 bars, et que là on va utiliser sur notre turbine. Donc après, toute cette vapeur va passer à travers la turbine. Donc ce qui nous permet de faire tourner la turbine, c'est la pression, la température et la vitesse de la vapeur. Cette turbine est couplée à un réducteur, c'est une boîte de vitesse mais fixe, donc il va nous réduire la vitesse et qui est couplé à un alternateur. Un alternateur, c'est comme une dynamo de vélo et c'est ça qui va nous permettre de produire de l'électricité. Il y a toute la vapeur qui passe à travers la turbine et à un moment on va faire ce qu'on appelle un soutirage. La vapeur a déjà travaillé pour faire tourner la turbine, mais on va en prélever un certain volume à une certaine température, en l'occurrence à peu près 140 degrés, et ça va nous permettre de réchauffer l'eau des réseaux qu'on alimente. Donc les deux réseaux, le réseau de la roseraie et le réseau d'Argent. Et donc ces réseaux de chaleur, c'est simplement une boucle d'eau chaude, alors pour nous c'est deux boucles de 15 km qui circulent en ville et qui alimentent différents points. Et donc ça repasse tout le temps par la centrale pour être réchauffé par la vapeur pour repartir à la bonne température. Ça nous permet de faire le chauffage et de l'eau chaude sanitaire dans différents endroits. Ça peut être l'université catholique, ça peut être la piscine Jean Bouin, la clinique de l'Anjou. Toute l'installation se pilote de la salle de commande où les chefs de car font des actions directes et beaucoup de surveillance sur l'installation. Il y a une personne qui travaille le matin, un l'après-midi et un qui travaille de nuit, en semaine comme en week-end. Et notre rôle principal, c'est de la conduite de l'installation. Chaque équipement a des paramètres qui leur sont propres et le but, c'est de faire en sorte d'optimiser et de performer l'installation. Toutes les mesures sont des seuils hauts et des seuils bas. Et donc, dès qu'elles atteignent ces seuils-là, ça nous alerte par le biais d'alarmes. Et ça nous indique donc des éventuels dysfonctionnements. Et éventuellement, on peut agir après sur certains équipements pour pouvoir justement revenir à une marche normale.
Là, c'est l'atelier de maintenance qui a été, quand on est arrivé ici il y a 5 ans, il n'y avait rien. Et on a tout créé avec nos collègues pour qu'on ait quelque chose d'agréable pour travailler et au moins avoir ce qu'il faut. La maintenance, on est 5. On est 4 techniciens plus le responsable de maintenance. Mon travail consiste tout exactement à faire toute la maintenance préventive curative. Dès qu'il y a une panne, on doit être là assez rapidement. Tout notre travail au quotidien sur l'usine, qu'elle fonctionne correctement et qu'il n'y ait aucun problème là-dessus. On travaille 7 jours sur 7 toute l'année. C'est vrai que les machines s'usent énormément. Plus la chaleur, c'est dans des conditions, là ça va, en hiver il fait bon, mais l'été c'est insupportable. Plus la poussière qui engendre aussi des usures de pièces. Il ne faut pas qu'on arrête l'usine. Plus souvent on travaille avec les machines plus ou moins en sécurité mais en route. On a 2 magasins, on a le magasin maintenance mécanique plus ou moins mais avec nos étaux, et on a un deuxième magasin qui a des pièces, où il y a toutes les pièces où on peut se servir avec les pièces les plus sensibles de l'usine. Bien comprendre ici, sur le site, on est une ICPE, c'est une installation classée pour la protection de l'environnement, dans la rubrique 2910A pour les installations de grande combustion, puisqu'on fait plus de 20 MW. À ce titre, on se doit de tout contrôler et de tout rendre compte à l'administration. On est producteur d'énergie verte et on fait bien de l'énergie renouvelable, puisqu'on utilise de la biomasse pour faire notre combustion. Et on produit très peu de déchets non réutilisables. Donc là, on est dans la zone de déchets ultimes de la centrale, c'est-à-dire les cendres. On a 2 types de cendres, les cendres sous foyer, donc qui sont récupérées comme dans l'âtre de la cheminée, et les cendres volantes, donc ce qui part dans une cheminée privée à l'atmosphère. Nous, on les récupère à travers des filtres à manches et on récupère le tout, on met ça dans des bennes et ça part en centre d'enfouissement. Pour 100 tonnes de bois brûlé, on sort 3 tonnes de cendres sous foyer et 800 kg de cendres volantes. Les fumées, en fin de compte, c'est de l'eau. C'est de la vapeur d'eau que vous voyez. Donc plus il y a de fumée blanche, en fin de compte, mieux l'appareil fonctionne. Et moins il y a de pollution dans l'air qui est rejeté. On a des filtres qui sont très conséquents et qui enlèvent en fin de compte toutes les particules qui peuvent aller dans l'atmosphère. Vous polluez moins avec un appareil comme ça qu'avec un foyer chez un particulier. Le prix de revient de l'énergie électrique biomasse est plus élevé qu'un prix d'électricité classique. Sauf qu'on est dans un monde où la transition énergétique est cruciale, est importante. Si on veut protéger la planète, il est important de prendre d'autres moyens. Et en fin de compte, on a un kilowattheure qui revient actuellement plus cher, sauf qu'à côté, on produit de la chaleur et l'ensemble est économiquement intéressant et aussi performant qu'une centrale nucléaire.